Bon, bienvenue. C'est mon dernier cours, donc j'ai pris des photos là pour la nostalgie. Ça a été un grand plaisir et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont venus chaque fois, c'est très gentil, vraiment. La dernière fois, là, je vais parler de l'encouragement, les politiques, les instruments de politique pour encourager l'émergence des nouvelles technologies et la relation entre ceci et des politiques normaux de changement climatique comme le taxe carbone ou des autres instruments. La deuxième heure, c'est Patrick Ricky de Grenoble qui vient vous parler, donner un séminaire. Donc, voilà. Il se traite ici d'un deuxième faillite de marché. Donc, pour la recherche, il y a des incitations, évidemment. Et par exemple, imaginez-vous que vous pourriez, que vous êtes chercheur et vous découvrez une méthode pour résoudre le problème changement climatique. C'est un peu comme si on pouvait résoudre le problème du cancer une fois pour tous. Il y a des suggestions. Par exemple, de fertiliser l'eau de la mer avec de la fer. Il manque de la fer du point de vue des alges. Et avec une fertilisation de fer, ça pourrait faire une explosion de production d'alges. Et les alges, ça capte évidemment le CO2. Et après, les alges peut-être tomberaient à la fond de la mer et peut-être le CO2 serait capté. Voilà. Bon, il y a des théories là-dessus. En fait, moi, je crois que ça serait probablement un désastre écologique local, mais laissons ça à côté. Si peut-être ça marcherait, ou peut-être on pourrait capter de CO2 de l'air à travers des amines ou d'autres choses. Bon. La question est, si vous... Ou, bon, évidemment aussi des avances majeures en efficience dans les bâtiments, dans les secteurs de transport. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Est-ce qu'on serait, si on fait une inversion comme ça, est-ce qu'on sera riche? Parce que ce n'est pas seulement question individuelle, c'est plutôt les grandes entreprises. Est-ce qu'ils vont investir beaucoup de ressources dans ces domaines de recherche? Et ça, la quantité d'inversion dans la recherche, ça dépend en grande partie de s'ils ont l'espérance de gagner beaucoup d'argent après. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? C'est un peu comme si on trouvait une solution pour le sida. Qu'est-ce qu'on ferait en Afrique? Est-ce qu'on paierait $1000 pour chaque pilule ou est-ce qu'on essaierait de copier la formule et produire localement sans payer les droits de propriété intellectuelle? Je crois qu'on ferait le deuxième. Ce serait une possibilité de sauver la vie de je ne sais pas combien de gens. Donc, il y a toujours un risque que la protection des droits intellectuels ou à la propriété intellectuelle ne sont pas suffisamment protégés. Et c'est un peu peut-être le même cas ici. En fait, si on découvrait une moyenne pour absorber du CO2 de l'atmosphère, qui paierait? Ce n'est pas tout à fait clair qui on voudrait être payé, mais c'est qui va payer? Bon, s'il y avait un système très complet de permis,
on pourrait peut-être s'imaginer qu'on pouvait créer des crédits et les vendre, mais on est assez loin de ça. Donc, à cause de cette défaillance de marché, on peut... La conclusion conventionnelle, c'est qu'on doit subsidier, subventionner la recherche. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit seulement de subventionner la recherche? Et je vais vous parler, juste comme une petite distraction, d'une cité qui s'appelle Masdar. C'est à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est un endroit tout à fait spécial. Et ils ont construit toute une cité qui n'a pas de déchets et qui n'utilise pas ou qui n'émet pas de carbone. Et j'ai fait une visite. C'est tout à fait un endroit tout à fait magnifique, merveilleux. Ils ont investi la première tranche d'investissement, c'était 22 milliards de dollars. Et c'est tout petit, en fait. Donc, c'est un grand investissement. Ce sont des jolis bâtiments. Il y a quelques étudiants là. Il y a New York University, Harvard, ils ont des petits campus. Et donc, il y a des chercheurs, effectivement, sur les énergies renouvelables qui travaillent là et qui ont un environnement tout à fait agréable. Il y a des voitures qui se conduisent eux-mêmes, par exemple. Ils ne vont pas loin, ils vont jusqu'au parking où il y a les vraies voitures. Mais de toute façon, il y a beaucoup de... J'étais là, j'étais presque seul. Et donc, ils m'ont fait une présentation. Il y avait deux messieurs qui étaient vêtus tout en blanc et qui étaient... On me disait que c'était des experts en énergie solaire, des docteurs en énergie solaire. Donc, ma première question, c'était quel type de sel est-ce qu'ils utilisent? Parce qu'il y avait, on voyait par la fenêtre, il y avait des cellules, qu'est-ce qu'on les appelle? Cellules solaires, partout. Ils m'ont répondu solar cell. Donc, je pensais, bon, ce n'était pas les docteurs en technologie. J'ai demandé, donc, comment est-ce que vous financez, incitez ça? Est-ce qu'il y avait ici des feed-in tariffs? C'était un peu la même réaction. Ils n'ont pas compris la question et après quelques minutes, c'est moi qui ai compris qu'en effet, l'électricité est gratuite en Abu Dhabi. Donc, bon, c'était une question peut-être. Donc, j'ai demandé comment est-ce que vous faites pour les nettoyer parce qu'il y a des tempêtes de sable là. Et ils m'ont répondu ordinary cleaning. Et j'ai pensé à tous les gens que j'ai. C'est un pays spécial. Il y a beaucoup de bonnes qui travaillent dans les maisons. Et elles viennent tous d'Éthiopie. J'étais après dans un avion. J'allais en Éthiopie après. Et j'étais dans un avion tout à fait féminine. C'était la seule fois dans ma vie. Il n'y avait que des femmes dans l'avion, à part moi. Et c'était tous les bonnes qui retournaient pour une fin de semaine. Et les hommes qui font le nettoyage, ils viennent tous de l'Inde ou du Pakistan. Et je ne sais pas si les vols, pour les amener, si c'est inclus dans le concept de zéro carbone ou non. Ouais, je doute. Donc, c'est spécial. Il y a des statistiques très intéressantes. Le statistique le plus intéressant, c'est le nombre de personnes par tête. C'est 3, plus ou moins. C'est-à-dire, la différence, si on comptait les personnes présentes, c'est 3 fois plus que la population du pays. Donc, il y a plein de gens extra qui viennent en avion faire le nettoyage, mais ce ne sont pas des citoyens. Et donc, le prix du main-d'œuvre, c'est plus ou moins zéro. De leur point de vue, le prix d'énergie aussi,
En effet, le prix de capital aussi, parce que si on a besoin de plus d'argent pour ce projet, on demande au chèque et on vous donne encore quelques milliards. Donc, dans ces conditions, est-ce que c'est probable qu'ils vont trouver et faire trouver des technologies utiles pour sauver la planète? Mais c'est un cas tout à fait extrême. Mais de quelque sorte, nous sommes dans les mêmes conditions ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux problèmes dans le marché. D'un côté, les émissions ne sont pas payées. De l'autre côté, il y a cette protection aux patentes, aux droits intellectuels qui ne sont pas suffisamment protégés. Et est-ce que si on fait si on donne de l'argent aux chercheurs, nous le savons, Patrick et moi, qu'est-ce qu'on fait? On écrit encore plus d'articles. Mais est-ce que c'est sûr que cela va résoudre le problème climatique? On peut faire beaucoup de recherches sur les cellules solaires sans effectivement trouver des solutions technologiques et pratiques qui nous serviront dans la société. Et c'est difficile si, en effet, comment est-ce qu'en fait, on garantit que la recherche est utile pour, par exemple, un prix d'émission de CO2 de quelque chose de 50 ou de 60 ou de 100 euros le tonne. Parce que ce sont des différentes technologies pour chaque prix. Vous, peut-être parmi vous, vous avez à prendre des décisions. Quelle voiture est-ce que vous allez acheter? Si vous avez des maisons, quel vitrage? C'est clair que le simple vitrage, ce n'est pas une bonne idée. Mais le double vitrage, peut-être, ce n'est pas suffisant. Les maisons zéro en Suède, maintenant, ils ont 4 vitres. Donc, c'est un choix. Ça dépend juste de combien on veut réduire les émissions de carbone. Jusqu'où? Et ça dépend un peu du prix sombre des émissions. Donc, c'est difficile, en effet, d'inciter la technologie de la bonne manière dans l'absence d'un prix de charbon. Ça ne suffit peut-être pas avec les subventions à la technologie. Mais parfois, c'est la seule chose que nous avons. Donc, c'est un peu dans ce domaine-là, comment est-ce qu'on doit dessiner les instruments d'abord pour inciter la technologie, mais aussi pour l'inciter dans l'absence des autres éléments du politique changement climatique. Il y a les experts en changement de technologie, ils parlent beaucoup des path dependency, c'est-à-dire que si on commence dans un chemin, et c'est difficile c'est comme pour les ordinateurs. Pas en France, pas tout à fait, mais on parle du teclage QWERTY. Je sais que le Q et le W, ce n'est pas le même en France, mais apparemment, ça vient de... Quelqu'un a fait ça il y a 100 ans pour une machine à écrire, et après, tout le monde l'a copié pendant des centaines d'années ou plus. Donc, il y a une dépendance. Si on commence avec une technologie, on continue. Il y a des effets d'échelle, il y a des effets des externalités de network, il y a plein de choses. Il y a learning by doing, il y a plein de choses qui créent un lock-in dans des technologies. Et pour rompre cela, il faut parfois un choc.
il y a aussi beaucoup d'effets de risque qui entrent dans les... Et je vais vous parler un peu d'un article que j'ai écrit. C'est juste un aspect de risque. Mais donc, comment est-ce qu'on... Nous savons que dans 30, 40 ans, nous ne devons pas émettre presque pas de dioxyde de carbone du tout. On doit arrêter d'utiliser les fuels comme fossiles. Donc, on peut faire... Soit on peut essayer de réduire les émissions aujourd'hui, par exemple en isolant les maisons. C'est l'abattement qu'on peut faire tout de suite, parce que ça, si on le fait maintenant, ça réduit le taille du problème qu'on a à résoudre demain. Ou on peut faire de la recherche. Ici, il y a des cellules de graphène. C'est une nouvelle idée, une nouvelle technologie solaire. Comment doit-on prioriser entre l'abattement aujourd'hui et la recherche aujourd'hui? Et donc, quand il y a des incertitudes sur les dommages et des incertitudes sur, donc sur les à quelle vitesse on doit réduire les émissions. Il y a beaucoup d'incertitudes, en fait. Il y a incertitudes sur le climate sensitivity et beaucoup d'autres. Ça crée une incertitude sur les buts qu'on doit avoir. Et dans cet article, nous étudions l'effet de cette incertitude sur le choix entre abattement et recherche. Donc, à ce modèle, je ne vais pas trop entrer dans les détails du modèle, mais c'est deux périodes, c'est aujourd'hui et c'est l'avenir. Il y a les coûts d'abattement dans chaque période, et ça dépend évidemment de la technologie et du stock de capital qu'on a. Et l'abattement, on peut penser à isoler les maisons, par exemple, aujourd'hui ou demain. Donc, nous avons un coût marginal d'abattement et nous avons un but qu'on veut atteindre. On peut soit faire... Ça, c'est pour la deuxième période. Donc, dans la première période, on peut soit faire de l'abattement, soit on peut faire de la recherche. Si on fait... bon, il y a deux technologies, je dois aussi dire. Il y a une technologie d'abattement normale et un backstop qu'on peut penser, ça pourrait être énergie solaire ou nucléaire ou autre chose qui n'a pas de limite ça pourrait avoir des limites aussi si on veut, mais normalement on pense que le backstop ça n'a pas de limite, on peut faire autant qu'on veut et ça a un coût fixe mais élevé. Et dans ce modèle, si on fait l'abattement aujourd'hui, ça a l'effet de bouger dans ce diagramme le coût marginal de l'abattement qu'il faut faire demain pour atteindre un certain but. Si par contre on fait de la recherche, ça réduit le coût marginal de l'abattement dans l'avenir. Et donc, nous pouvons comparer les bénéfices de faire aujourd'hui de l'abattement, c'est cette area-là, et les bénéfices de faire de la recherche. Et là, je disais qu'il y a deux technologies. Donc, c'est la recherche dans la technologie conventionnelle. On peut aussi faire de la recherche dans la technologie backstop. Ça réduit de la même manière le coût du backstop. Donc, le but de cet article, c'est voir
pas seulement le choix entre ces deux, mais quel est l'effet de l'incertitude sur ce choix? Donc, c'est que nous ne savons pas si le but est là ou plus d'un côté ou l'autre côté. L'incertitude, ça peut être que soit qu'on voit demain qu'en fait que les problèmes de changement climatique sont pires ou peut-être pas si sérieux que de se compenser. L'ampleur de l'incertitude, c'est l'ampleur de cet écart. Et on peut le modéliser là comme un bénéfice et c'est plus ou moins donc écarté. Donc, si pour l'abattement, il y a l'incertitude, ça ajoute un rectangle jaune là, et la recherche, ça ajoute quelque chose qui n'est pas un rectangle, mais qui en fait est plus grande avec l'incertitude. Si l'incertitude est plus grande, en fait, cette area devient plus grande. Et cela explique qu'avec plus d'incertitude, on veut plutôt faire de la recherche que l'abattement aujourd'hui. Donc, si les choses sont incertaines, ce n'est pas un argument pour faire d'abattement aujourd'hui, c'est plutôt un argument pour faire de la recherche. Bon, je disais qu'il y a deux types de recherche, et en fait, le modèle devient assez compliqué, je ne vais pas montrer, mais la conclusion, c'est en fait qu'avec de l'incertitude, le plus important, c'est en fait de faire de la recherche sur le backstop. Parce qu'avec le backstop, en fait, c'est juste la forme, l'effet de l'incertitude, c'est la forme de cet avantage, créer un effet que le plus important, c'est de baisser le coût marginal du backstop. Bon, c'était juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres types d'incertitudes. Il y a l'incertitude dans le processus de recherche soi-même. Il y a beaucoup d'autres incertitudes. Là, c'était juste l'incertitude sur la sensibilité climatique. Bon, je change de sujet. Je vais parler d'un exemple de technologie suédoise et très ancienne, en fait. Là, c'est une image de mon pays, la Suède. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de forêts. Énormément de forêts. C'est très boisé. Mais dans le XVIIe siècle, il n'y avait presque pas de forêt. C'était presque complètement déboisé. Il y avait une insuffisance de forêt. Et ça, maintenant, nous sommes 9 millions. Il y avait 1 ou 2 millions à l'époque. Bon, il y avait certaines industries qui utilisaient beaucoup de bois, et aussi beaucoup de bois pour le chauffage. Mais avec un chauffage tellement inefficace qu'on avait presque déboisé le paysage seulement pour se chauffer. Donc, il y a eu, en Suède, c'est l'État qui fait tout, et c'était le même à cette époque-là. Il y a eu une commission royale pour résoudre ce problème. Et ils ont trouvé une solution. En fait, on le voit mieux là. C'est pour utiliser du bois d'une manière plus efficiente. Là, il y a une version moderne. Le cheminée normal, ça a une efficience entre 2-3% et moins 2 ou 3%. C'est plus ou moins zéro. C'est très joli. Ça te chauffe le visage, mais ça fait refroidir le dos parce qu'en fait, il y a les courants d'air qui entrent pour la combustion.
il faut de l'air. L'air chaud, ça échappe pour la cheminée, et de nouveau air froid entre par la fenêtre. Bon, parce que les maisons n'étaient pas parfaitement... qu'est-ce qu'on dit? Isolées. Donc ça entraîne de l'air froid et ça chauffe presque pas du tout. Mais ça a une efficience thermique de presque 90%. Nous en avons. Il suffit de mettre 4-5 petits morceaux de bois et ça tient la chaleur toute la nuit. Tout à fait incroyable parce qu'il y a des systèmes de... c'était là. Il y a des tuyaux dans cette four qui oblige l'air chaud de circuler là-dedans. Et ça chauffe toute cette céramique. Et c'est le céramique qui après chauffe la pièce. Aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie solaire dont on parle. Mais je veux souligner qu'en fait, ce n'est pas une technologie. Ce sont beaucoup, même pour les cellules, il y a beaucoup de différentes technologies. Et nous parlons pour les prochaines 30, 50 ans de beaucoup de différentes technologies, parce que ce n'est pas seulement les cellules, c'est l'énergie éolique, l'énergie, beaucoup d'autres formes d'énergie et beaucoup de formes d'efficience, beaucoup de technologies dans l'usage. Donc, nous en parlons. Mais Bloomberg, qui est c'est le maire de New York, où c'était, et c'est un entrepreneur très réussi. Il a l'opinion en fait, qu'il y a un changement drastique. On voit ici, par exemple, la capacité fossile année par année. Et en 2013, c'était plus ou moins la même capacité ajoutée dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Mais le prognostic, c'est en fait que les énergies renouvelables vont dominer les inversions dans l'avenir et les énergies fossiles vont être réduites assez vite. Là, ce sont dans toute l'Union européenne les nouvelles installations. Ici, c'est éolique. Là, c'est gaz. C'est le seul qui est fossile. Et là, c'est photovoltaïque. Et après, il y a quelques petites réductions, mais en fait, en gros, ce qui se passe dans les dernières 15 ans, ce sont énergies renouvelables et gaz. Voilà, là, c'est une base militaire en Allemagne qui a été convertie en plante, en production d'énergie solaire. Le taux de croissance, en fait, quantitativement, l'éolienne est plus important. Le solaire a un taux de croissance qui est encore plus grande. Les capacités installées, ça double plus ou moins tous les 2 ans. C'est un taux de croissance énorme. C'était incité, je vais parler un peu plus des tarifs après, ça a été incité par les énergies vendors, les subventions. Par exemple, en Allemagne, là, ce sont c'est un prix garanti de l'État aux propriétaires de maisons qui mettent de l'énergie des cellules solaires sur le toit. Et le fait que ces tarifs
sont réduits dans le temps, c'est très important. Parce qu'avec les subventions, il y a toujours le risque qu'on paie beaucoup trop et que les subventions créent des effets pervers et deviennent très chers. Donc, c'est toujours très important de réduire le plus vite possible les subventions. Et c'est aussi évidemment une réflexion du progrès technique qu'on a pu faire ça sans que les gens arrêtent de mettre encore plus de cellules sur les toits. En 2015, le vent, l'énergie éolienne, en Danemark, c'est 42% de l'électricité. C'est tout à fait affolant, en fait. 42%. Oui, c'est vrai que le Danemark, c'est un petit pays, mais c'est quand même un pays. L'Allemagne, c'est peut-être plus intéressant. C'est 8% solaire et 8% aussi éolienne. Donc 16% de l'électricité. Et l'Allemagne, c'est un pays bien industrialisé, évidemment, et pas très ensoleillé. Donc c'est intéressant que ça a eu cette réussite. Aussi en Chine, il y a une croissance très rapide de l'énergie solaire. Et dans plusieurs autres pays. Il y a des usages symboliques qui n'apportent rien à la balance énergétique, mais qui ont peut-être une importance symbolique. Il y a, par exemple, là, il y a Super Bowl. Quand on en parle aux États-Unis, on montre qu'un certain pourcentage de l'électricité solaire, les gens s'en foutent. Mais si on dit que les matchs de le Super Bowl, que c'est tout à fait sorti avec de l'énergie renouvelable, les gens s'intéressent. Et évidemment, les avions solaires s'intéressent aussi, même si c'est pas clair si ça a un usage pratique ou non. Ça commence aussi dans les pays pauvres. C'est peut-être le plus intéressant aussi, parce que ce sont les pays, parfois des pays très ensoleillés, et des pays où on a envie de copier tout le bien-être que nous avons. Et les INDC de beaucoup de pays en voie de développement sont très intéressants. L'Éthiopie est un cas. Par exemple, l'Éthiopie est un des pays les plus pauvres de l'Afrique. C'est vraiment un pays très pauvre, en plus très peuplé. C'est pas si loin de 100 millions de personnes. C'est un très grand pays. Ils ont un niveau de revenus par tête très très bas, mais ils ont l'ambition d'une croissance comme en Chine. Ils ont l'ambition d'être un pays de revenus moyens avant les années, je ne sais pas si c'était 2025, quelque chose comme ça, sans augmenter les émissions de CO2. Ce qui est affolant, tout à fait. Je ne sais pas si c'est réaliste ou non, mais évidemment, c'est très intéressant. On doit dire qu'ils ont aussi une géographie tout à fait exceptionnelle, parce qu'ils sont sur le Nil, ils vont construire des grands barrages. Donc ça, automatiquement, ça entraîne, si c'est réussi, beaucoup d'hydroélectricité. Aussi, ça résout le problème d'intermittence, donc ils en profitent pour à la fois qu'ils font cette inversion très grande en hydroélectricité, aussi faire des inversions très grandes en énergie solaire et éolienne. Et ils auraient résolu automatiquement les problèmes. Si pendant la journée ils produisent d'énergie solaire, par exemple, ça veut dire qu'on n'utilise pas l'hydroélectricité, on peut l'épargner dans les réservoirs, on peut le vendre à des pays voisins ou ce que ce soit. En Inde, dans les dernières auctions, c'est quoi?
enchères. Merci. On offre aux enchères là, aux compagnies pour produire de l'électricité et on a trouvé que les compagnies solaires arrivent à avoir des prix plus bas que le charbon. Et le charbon en Inde, c'est le charbon de bas qualité et très bon marché. Ah, c'est croissance éolienne dans différents pays, et là c'est solaire qui est plus petit, mais qui croît plus vite. Évidemment, c'est juste une partie de ce qu'il faut, c'est la production, parce qu'il y a les problèmes, par exemple, d'intermittence. Mais il paraît qu'aussi, la recherche, le progrès technique parmi les batteries, c'est aussi très impressionnant. On peut revenir aux batteries plus tard, si vous voulez. Je veux revenir un peu aux instruments. Quels sont les instruments? Donc, on voit il y a toutes ces différentes technologies qui compitent. Il y a des risques, des subventions pures, par exemple, si c'est l'État qui choisit telle cellule ou tel type d'énergie solaire, il y a des risques. C'est donc l'État qui doit choisir la technologie à subventionner. Ça suppose que l'État est pas omnipuissant, mais omni-savant, et peut voir quelle sera la technologie meilleure pour l'avenir. Souvent, nous supposons que ce n'est pas le cas, que l'État n'a pas cette capacité. Donc, on parle en anglais de picking the winners, et que c'est un grand enjeu, un grand danger des subventions, que c'est très important que les subventions soient le plus générales possible. C'est-à-dire que si c'est une subvention, par exemple, une offre d'achat d'électricité, ce soit pour toutes les technologies, que ce soit indépendant de la technologie, ou qu'on utilise les enchères ou des autres mécanismes plus développés pour que les différentes technologies se compitent entre eux. Mais il y a quand même beaucoup de détails. On peut imaginer de subventions à la recherche ou subventions à la production des cellules, le déplacement des cellules. On peut, au lieu d'une subvention, on peut avoir un portfolio standard, c'est-à-dire qu'on peut dire à la compagnie électrique étatale, beaucoup de pays ont des compagnies étatales électriques, ou sinon, si on n'en a pas, il y a quand même 2 ou 3 grandes compagnies, plus ou moins une oligopole. On peut leur dire que maintenant vous avez 2% de renouvelables ou de bas carbone. Dans 20 ans, vous avez une obligation d'avoir 20% ou n'importe quel pourcentage. Cela, c'est un Renewable Portfolio Standard. Et ça peut même être, on peut avoir le droit de vendre et d'acheter. Donc une compagnie pourrait avoir 25%, une autre compagnie 15%, et ils peuvent vendre le droit, cette droit. Il peut y avoir un marché pour les Renewable Portfolio Standards. Parfois, en Scandinavie, nous avons des certificats. On les appelle les certificats verts, par exemple. Donc, si la production éolienne, ça ne produit pas seulement les kilowattheures, ça produit aussi les certificats. Un certificat de production d'un mégawattheure sans carbone. Et les compagnies électriques, ils sont obligés pour chaque année d'avoir un certain pourcentage de ces certificats. Et donc, le producteur éolien, il produit de l'électricité et aussi des certificats. Et les certificats, il y a un marché spécial qui est créé par cette obligation.
On peut évidemment aussi avoir une taxe sur la production fossile, ou on peut avoir une taxe sur les émissions CO2. Vous voyez qu'il y a des différents instruments qui sont tous, qui tirent un peu dans la même direction, dans le même sens, mais qui ont des légères différences si on regarde bien les détails. Et par exemple, on peut lire les plusieurs travaux de Carolyn Fisher, The Resource for the Future, qui analysent exactement les incitations, quel est le plus efficace pour inciter le développement technologique ou le prix, les effets sur les prix dans les différents marchés. On trouve en général que le prix d'émission de CO2, c'est le plus général et ça serait le meilleur. C'est toujours la même conclusion parmi les économistes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas faisable politiquement. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des taxes carbone ou des autres prix sur la carbone. Donc, on revient quand même à la même question, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, comment est-ce qu'on doit comparer? Il y a deux méthodes, le feed-in tariff et le Renewable Portfolio Standard. Ici, c'est donc l'État qui vous dit « je vous achète un kilowattheure éolien ou solaire à un prix de autant de centimes pour kilowattheure ». Et ici, c'est l'État qui dit aux compagnies électriques, vous avez une obligation d'avoir 15% de renouvelables ou de non-carbone dans votre portefeuille telle année. Comment doit-on comparer? Quel est le plus efficace? Bon, il y a beaucoup de différents aspects. On pourrait parler des heures sur ce sujet. Il y a des centaines d'articles là-dessus. Il y a certains. Bon, il y a une partie idéologie, on doit aussi dire. Idéologie et aussi économie. Et l'efficience des instruments peut être légèrement différente. On peut peut-être considérer que le Renewable Portfolio Standard, c'est un mécanisme plus pur de marché que le rôle de l'État en décidant que c'est plus difficile pour l'État de correctement décider le niveau du tarif et que le Renewable Portfolio Standard a des avantages. Il y a l'argument, il y a un fameux article de 1974 de Martin Weitzman qui explique un peu que dans ces cas, ça dépend des différents cas, mais dans le cas où le coût marginal est plus ou moins plat, le Renewable Portfolio Standard est meilleur pour des aspects d'incertitude. Mais si on parle aux producteurs éoliennes, ils vous disent que non, ces certificats verts, mon banque s'en fiche. Ça ne m'aide pas. Oui, ça donne des revenus, mais c'est un revenu qui est trop incertain. La banque me dit certificat vert, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ce programme de l'État va durer. Je ne vais pas vous donner du crédit à cause de que vous me dites que vous avez des certificats verts. Non, c'est trop flou. Mais le feed-in tariff, là c'est clair. L'État a promis autant de centimes par kilowattheure, oui, voilà. Donc, en effet, le feed-in tariff, il paraît, a été bien meilleur pour inciter. Il y a un article que j'ai trouvé là, M. Dong, qui a démontré qu'en fait, les pays qui ont un feed-in tariff ont eu un progrès beaucoup plus rapide
de l'énergie éolienne. Et bon, c'est une analyse assez simple, statistique. Ils ont tout simplement comparé les 50 pays pendant une trentaine d'années, les pays qui ont eu feed-in tariff, les pays qui ont eu... Bon, c'est pas une analyse très scientifique, ça, mais bon, c'est clair que les pays qui ont choisi feed-in tariff ont en effet eu un développement plus rapide. Combiné avec ce que j'ai écouté parmi les producteurs d'éoliennes, je crois que c'est juste l'incertitude du paiement qui est en fait le facteur clé. Là. Ah, cross-section time series. Cross-section time series. Donc, mais il y a des problèmes avec le feed-in tariff. Ça crée donc une incitation à produire le plus de kilowattheures possible. L'État subventionne un peu des coûts des cellules et en plus achète et le client doit seulement payer sa consommation nette. Et vous voyez ici, par exemple, si c'est le profil de consommation dans la journée, ici, mais il y a une production solaire ici. Donc, le ménage achète ici, de minuit à 6 heures du matin, achète de l'électricité. Après, on vend de l'électricité. Et après, la nuit, on achète encore une fois. Mais le net metering, comme il est pratiqué dans le feed-in tariff, ça implique un peu que le prix de tous ces kilowattheures est le même. Il y a plusieurs problèmes là, parce que d'un côté, il peut y avoir peut-être les kilowattheures ici, vers 6 heures du soir, sont les plus importants. J'y reviendrai dans un moment. Il peut manquer des kilowattheures certaines heures de la journée. Et donc, avoir le même prix, ce n'est pas efficace. Il y a un autre aspect, c'est que dans beaucoup de pays, il y a des inclining block tariffs, c'est-à-dire que le système de paiement d'électricité aujourd'hui est très spécial. Et l'idée ici, c'est que les petits consommateurs pauvres payent moins et les consommateurs qui ont beaucoup d'usages paient beaucoup plus. Aux États-Unis, c'est presque le seul aspect de politique qui est un peu égalitaire, c'est-à-dire que ça aide aux pauvres. Sinon, en fait, on a une inégalité croissante. Donc, cela, ça devient important. Il y a des gens en Californie, dans le Central Valley, par exemple, où il est infernalement chaud, qui sont pauvres et qui défendent beaucoup ces tarifs parce qu'ils ont le droit d'acheter de l'électricité pour marcher, pour se refroidir, pour l'air conditioning. Et comment est-ce que la combinaison entre ces tarifs et les nouveaux tarifs qu'on veut donc avoir, time of use rates, est très compliquée. Si la demande s'il y a des pics de demande dans la journée, on voudrait plutôt avoir un prix plus élevé à ces heures-là. Le système qu'il y a maintenant, ça bénéficie beaucoup aux riches, en fait, en Californie. Parce que
ils produisent de l'électricité, ils sont compensés avec une réduction de ce qu'ils doivent payer. On appelle ça net metering, net electricity metering. Ils doivent payer une facture électrique, mais tout ce qu'ils produisent est réduit et déductible. Et donc, ça implique, en fait, parfois qu'ils ne doivent pas rien payer et qu'ils participent à payer les coûts fixes du système électrique, du réseau. Et que c'est plutôt des autres consommateurs qui n'ont pas de cellules solaires qui doivent payer plus. Et les compagnies électriques commencent à s'inquiéter pour cela. Il y a des différentes solutions pour cela. Augmenter la partie fixe, ce qui est assez pervers, parce que là, il n'y a pas de moyen de réduire ce qu'on paie en épargnant de l'électricité. Mais ce qui est peut-être une des suggestions qui est le meilleur, c'est en fait une combinaison entre time of use pricing et donc quand on reçoit je vais sauter à ça. Ici, c'est la demande et la production solaire. Et on voit il y a donc dans la journée autant de production solaire en Californie maintenant que la valeur marginale est bas dans la journée. Mais il y a un pic vers 6 heures du soir. Quand tout le monde revient et commence à... Bon, je ne sais pas, ils ne font pas beaucoup de cuisine, comme vous savez, aux États-Unis, mais ils font la cuisine un peu, quand même, les micro-ondes, et les télévisions, et les air conditioning, et tout ça. Et donc, la demande augmente. Et à la même fois, la production diminue parce qu'après 5 heures, 6 heures, il n'y a pas beaucoup de production de photovoltaïque. On pourrait avoir, en fait, on peut produire de l'énergie solaire jusqu'à 7 heures et demie en orientant les cellules solaires à l'ouest au lieu d'au sud. Mais comment inciter ça? Si on fait cela, si on oriente les cellules solaires vers l'ouest, on produit en total moins. Avec un tarif fixe par heure, on perd de l'argent. C'est encore un exemple que juste si on avait un prix de l'énergie électrique qui varie selon l'heure, il y aurait vite les entrepreneurs qui mettraient soit les cellules vers l'ouest ou soit les cellules qui se bougent un petit peu, un des deux. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, c'est très important d'avoir un prix d'électricité qui varie selon la demande et l'offre. Les Californiens appellent ta courbe la duck. Duck, oui, c'est le canard. Et c'est le coût du canard qui est le problème là en Californie. Bon, je dois terminer là. Donc, pour résumer un peu, le feed-in tariff, qui était simple et sûr, était très important historiquement pour
créé cette idée d'avoir des cellules solaires sur le toit en Allemagne. La sûreté et l'assurance d'un prix fixe étaient beaucoup mieux que les certificats. Mais c'est une expérience qui a été faite une fois. Pour l'avenir, c'est clair que c'est beaucoup plus efficient d'avoir les prix qui varient avec le temps, avec l'heure, et d'avoir les enchères plutôt que des prix fixes. Et on commence à faire cela. Il y a, même dans les pays en voie de développement, en Brésil, en Inde, il y a beaucoup maintenant d'enchères. Et c'est donc des méthodes qui permettent à l'État d'inciter la production avec certaines caractéristiques, disons zéro carbone ou bas carbone, mais au prix le plus bas possible, donc avec l'efficience le plus grande possible. Donc c'est la dernière fois, je vous ai apporté un article ici comme un petit cadeau de Nature sur les renouvelables qui a été sorti il y a quelques mois. Là, le titre de cet article, c'est « Push Renewables to Spur Carbon Pricing ». Et le point de vue que nous avons là, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément une contradiction entre les politiques pour inciter les nouvelles technologies et le prix de carbone. C'est plutôt le contraire. Le prix de carbone mondial, soit unique ou non, et tout ça, ce n'est pas en place pour des raisons des lobbies. C'est tout simplement les lobbies en contre de la politique qui serait le plus efficace, et ces lobbies sont trop puissants. Une manière pour que ce soit possible dans quelques années, ou je ne sais pas si ça prend quelques années ou quelques décennies, on arrivera un jour à avoir des prix mondiaux de charbon peut-être, mais c'est à travers de comprendre la puissance et le rôle des lobbies. Et donner des incitations aux nouvelles technologies, c'est un peu changer le rapport de force entre les différentes lobbies. Ce qu'on a fait en Allemagne et en Californie, dans les autres pays où on a incité les nouvelles technologies, c'est qu'on a créé un lobby vert. Il y a maintenant autant de gens qui travaillent avec les énergies renouvelables aux États-Unis que les énergies fossiles. Les lobbies ne sont pas devenus aussi forts encore, mais il y a maintenant un lobby vert et les lobbies fossiles sont affaiblis. Cela, ça change les conditions, les préconditions. Donc, il y a deux domaines de politique, d'instruments, où il faut des instruments, il y a beaucoup de détails, il faut des instruments pour inciter la technologie, il faut aussi les instruments pour avoir un prix correct des émissions. Et les deux politiques sont un peu liées par différents moyens, mais un des moyens qui peut-être un des mécanismes dont on ne parle pas suffisamment, c'est juste la puissance des lobbies. C'est impossible d'imposer des taxes carbone, par exemple, dans un monde où l'énergie fossile est aussi dominante qu'elle a été. Donc, il faut trouver des moyens pour changer ces rapports de force. Bon, et c'était, comme je disais, le dernier coup. Je veux bien rester en contact. Notez si vous voulez, là, il y a mon email. Vous
pour rester en contact avec ceux entre vous qui veulent.